Lorsqu'on a eu l'occasion de souder des cartes avec un four à refusion, il est ensuite difficile de passer à un autre mode de soudage, surtout si l'on observe les soudures à la loupe. On est vite tenté de s'équiper personnellement et, tant qu'à faire, à un prix raisonnable. Le modèle de four qui ressort alors régulièrement est le T962, Made in China, qui se décline en 3 versions, pour 3 formats de cartes et 3 puissances différentes. Le plus petit modèle propose une surface utile d'environ 18 cm par 23, ce qui est largement suffisant pour des PCB courants. Certes, ses performances sont moins bonnes que l'enclume que j'utilisais jusqu'à présent, dans le cadre professionnel, mais pour un usage occasionnel, c'est largement suffisant. Revers de la médaille, ce qui ressort systématiquement auprès des utilisateurs de la série T962, c'est le fait que dans leur version d'origine, ces fours présentent plusieurs défauts, non négligeables, et qu'il est quasiment indispensable de procéder soi-même à des modifications pour améliorer leur performance. Plusieurs liens figurent dans le descriptif, et en particulier ce site, sur lequel on peut récupérer entre autres les sources, le .hex du firmware et un schéma structurel au format PDF. La première chose après l'avoir déballé est de vérifier que la mise sous tension s'effectue bien, ce qui est le cas. Puis, sans aller plus loin, on va l'éteindre et le démonter pour attaquer les modifications. On débranche l'appareil de la tension secteur. Et compte tenu des multiples vidéos traitant du sujet, c'est sans surprise que je constate un défaut de raccordement de la terre sur le châssis. Malgré les consignes du fabricant qui recommande de ne pas ouvrir l'appareil, paradoxalement, il va tout de même falloir le faire pour effectuer les modifications, c'est une question de sécurité. L'étape suivante consiste à améliorer l'isolation thermique du four en remplaçant le scotch de masquage utilisé, ou équivalent, par du Kapton, adhésif en rouleau, isolant thermique et électrique que l'on utilise aussi sur les corps de chauffe d'imprimantes 3D. Troisième étape, il faut mettre à jour le firmware, ceci d'une part afin d'avoir un menu plus facilement compréhensible, et d'autre part afin d'améliorer la régulation de température comme nous le verrons plus loin. La carte dispose d'un microcontrôleur LCP2134 de la famille LCP2000 de chez NXP, ce qui nécessitera d'utiliser le logiciel de programmation FlashMagic, téléchargeable gratuitement. La programmation se fera par l'intermédiaire du connecteur ISP. Le schéma propose de passer par un cordon spécifique, sur lequel il est clairement indiqué de croiser les signaux RX et TX entre l'adaptateur et le connecteur ISP. Pour ma part, je suis passé par un adaptateur USB UART sur lequel il faut faire attention à bien sélectionner l'échange pour une tension de 3,3 V. Pensez également à croiser RX et TX. La mise à zéro des signaux Reset et ISP se fera manuellement. À noter que le câblage étant effectué et le four sous tension, son écran n'affichera plus rien durant cette phase. Sur le logiciel FlashMagic, il faut sélectionner le modèle du circuit, le port de communication avec l'adaptateur USB UART et la vitesse de transmission. On peut aussi demander à vérifier après programmation. Si tout se passe bien, après le lancement, le circuit est effacé. Puis, le compteur de secteur va se décrémenter au fur et à mesure de la programmation.
on pourra vérifier que les échanges ont lieu grâce au LED de l'adaptateur. Après programmation complète, la vérification est lancée, et cette fois, le compteur s'incrémente. La programmation est terminée, on peut éteindre le four. Puis faire un essai en remettant le couvercle dans le bon sens. Belle surprise, Walter White, alias Heisenberg, de Breaking Bad, apparaît au démarrage pour proposer la cuisson. Signe que les hackers qui ont mis au point ce firmware ont également le sens de l'humour et d'excellentes références en matière de série. Ça fait plaisir. Mais avant d'aller plus loin dans les essais, il reste une modification à faire. Si on va dans le menu manuel, on constate la remontée d'une erreur dans la mesure de la soudure froide. En fait, le four est régulé en température afin de suivre au plus près les profils de refusion qu'on lui programme. Le capteur de température utilisé est un thermocouple. Ce type de capteur nécessite une température de référence appelée soudure froide. Or, apparemment, le constructeur a pris en compte dans son firmware une référence de 20 degrés C, sans pour autant effectuer la mesure réellement. Si on laisse les choses en l'état, les profils réels seront bien loin des consignes programmées par l'utilisateur. Ce défaut a été pris en compte par les concepteurs du nouveau firmware. Il faut pour cela ajouter un capteur de température servant de soudure froide. C'est un DS18B20 qui communique par bus WineWire qu'il faut donc rajouter et il est nécessaire de l'associer à une résistance de pull-up de 4,7 kΩ. C'est par cette résistance que se fera l'alimentation du capteur, c'est ce que l'on appelle le mode parasite. Structurellement, ce que nous allons câbler correspond à cette partie du schéma. Le câblage communément proposé est le suivant. Il permet d'utiliser deux pastilles disponibles sur le PCB pour la résistance et pour la sortie du capteur, et également de gratter le vernis épargne soudure pour le raccordement au 0 V. Pour ma part, j'ai choisi ce câblage qui utilise le 0 V d'un circuit non câblé et évite de gratter le circuit imprimé. Voici ce que donne le menu une fois le capteur câblé. On peut à présent remonter l'ensemble en prenant soin de bien rentrer le capton dans le boîtier, car l'encombrement est calculé au plus juste. Passons à la refusion. Premier essai tout simple sur une LED qui vient d'être disposée sur de la pâte à braser. Le menu F4 permet de sélectionner le profil de refusion parmi ceux proposés. Il se trouve que le profil personnalisé numéro 2 est très proche de celui de la pâte à braser dont je dispose. Les essais se feront donc avec celui-ci. On sélectionne le profil et on lance le cycle de refusion. Durant la cuisson, les lampes infrarouges chauffent et la régulation thermique va suivre au plus près le profil sélectionné. La consigne de température et la valeur mesurée sont affichées, ainsi que la courbe d'évolution réelle en direct.
Dans la phase de refroidissement, le ventilateur est mis en service, ce qui augmente le bruit. La cuisson est terminée. Voici le résultat. C'est un bon début. Revenons rapidement sur la personnalisation des profils si ceux proposés sur le four ne correspondent pas à notre pâte. Il suffit d'entrer dans le menu Éditer, dans lequel les touches F1 et F2 permettent de se positionner sur l'axe des temps par pas de 10 secondes. F3 et F4 permettent de fixer la température. On peut ainsi configurer les points de passage de la courbe qui s'affichera sur l'écran. Le deuxième essai va permettre de souder davantage de composants, résistance, diode, condensateur et photocoupleur. À signaler un autre point négatif sur la version d'origine du four, la grille du tiroir sur laquelle on pose directement les PCB ne permet pas à la chaleur de se répartir uniformément sur le circuit imprimé, contrairement à une grille comme celle-ci, et contrairement à ces modèles de four qui disposent d'un porte-PCB sur glissière. Qu'à cela ne tienne, les circuits imprimés surnuméraires pourront très bien servir de support. Et comme la carte à souder est issue d'une panélisation, les supports ne manquent pas. Voici le résultat. Pas mal du tout. Pour le troisième essai, nous allons tester le double face avec un petit circuit imprimé très simple. On commence par la face présentant le moins de composants, en l'occurrence une résistance. Une fois celle-ci soudée, on positionne les composants de l'autre face. Cette fois, les supports de PCB vont permettre, en plus de la circulation de chaleur, d'éviter que le ou les composants, déjà soudés, ne touchent la grille. Le résultat est tout à fait concluant pour une face. Et pour l'autre. Pour terminer cette série d'essais, il reste à tester un CMS relativement délicat à souder, un DFN6, sur un PCB issu d'une panélisation multiple. La méthode est toujours la même, donc intéressons-nous directement au résultat. Voici la carte tout juste sortie du four. On pourrait encore multiplier les essais, mais d'ores et déjà, pour moi, le résultat est vraiment concluant si l'on doit réaliser des fabrications minutieuses, mais pour lesquelles le niveau d'exigence n'est pas celui d'un professionnel. À noter qu'une nouvelle version des machines est annoncée. Elle met en avant l'évacuation de chaleur. Les autres problèmes auront-ils été résolus par la même occasion? À voir. Mais s'il n'y a plus Monsieur White en page d'accueil, ce sera plus la même ambiance.